Mémoire, Tony Blair. Tony Blair est cet homme politique britannique qui aura connu peut-être la plus grande longévité en tant que Premier ministre. Il est resté, je crois, 12 ans, 10 ans au pouvoir avant de partager son troisième mandat avec M. Brown. Et cet épisode-là fut assez cocasse, car bien qu'il lui ait donné sa parole, qu'il abandonnerait son mandat, vers la fin, il a laissé comprendre qu'il aurait souhaité le poursuivre jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, c'est un homme doué de sens politique ou d'une approche très cosmétique ou très commerciale ou très superficielle, dans le sens où quand on le lit, on n'a pas le sentiment de quelqu'un très harnaché à des convictions ou à des principes. Il reprend le parti travailliste, qui est à l'époque un parti très conservateur, dans le sens où il est très accroché à ses visions, à sa vision doctrinale socialiste, archi-socialiste, syndicaliste, forcenée. Et Tony Blair s'aperçoit que, non pas qu'il ne partage ou ne partage pas ses opinions, mais ce qui lui importe à lui, c'est de conquérir le pouvoir. Et avec une telle assise aussi restreinte, il sait qu'il n'y arrivera jamais. Par la force des choses, il va ouvrir les portes et les fenêtres de ce parti et permettre à d'autres courants de s'y agglomérer. Malgré les réticences et les résistances, notamment du lobby syndical ou syndicaliste. Et donc il y a toute une partie du roman, de l'autobiographie, qui parle de cette première phase, l'installation du blairisme et ce qu'est le blairisme. Prise de pouvoir. Il parle de son successeur en des termes peu élogieux, quasi moqueurs. Il écrit ses mémoires après avoir quitté le pouvoir et après ses altercations quant au transfert de son poste de Premier ministre. On voit très bien qu'il en a gardé un sentiment très négatif et médiocre. Ça ne lui a toujours pas passé à travers la gorge ce moment-là. Et ce personnage, je voudrais qu'on s'y attache à ce moment, parce que je voudrais qu'on s'attache à cette relation avec son successeur, parce que on voit bien l'attitude ou sa psychologie, c'est-à-dire que il lui donne la parole, il lui donne sa parole, même par écrit, je crois, qui lui transférera le pouvoir à mi-mandat. Mais au cours de ce troisième mandat, il essaie de se départir de cette situation. Et il essaie de se créer un alibi qui justifierait qu'il mange sa parole. Et il va chercher longtemps à trouver un argument qui puisse lui permettre de se sortir de ce pétrin. Et donc de se désengager de sa parole donnée. Il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas et on gardera énormément d'acrimonie à l'égard de son successeur. Et ça se dit, c'est presque effrayant. On se dit que s'il avait pu, il aurait peut-être
assassiné. Mais et il y a toute sa carrière en tant que Premier ministre et c'est les crises qui ont convulsé tout au long. Il parle d'une façon assez drôle de sa visite, de son week-end dans un palais, j'ignore le nom, le palais dans lequel que fréquentait la reine à Balmoral, c'est ça. Et il va la rencontrer à l'occasion du décès de Lady Di. Alors il parle ainsi. Les murs de Balmoral sont couverts de peintures de Sir Edwin Henry Landsay représentant des cerfs et des scènes de chasse, et bien sûr le valet de la reine Victoria, Monsieur Brown. Il y a des valets de pied, des types très sympas, mais tout de même des valets de pied. À mon arrivée ce fameux dimanche, mon valet, oui, vous avez un valet pour vous, tout seul, m'a demandé s'il pouvait plier mes vêtements, repasser mon slip et ainsi de suite. Et j'en étais tellement ébahi que quand il m'a demandé s'il pouvait tirer de l'eau pour mon bain, j'ai cru qu'il allait en chercher au puits. Le simple fait d'utiliser la salle de bain à l'autre bout du couloir était d'ailleurs un acte héroïque. Et c'est un monde qu'il ne connaît pas, hein. Tony Blair, c'est un petit bourgeois. Un petit bourgeois qui deviendra avocat, je crois, mais qui s'entrera très tôt en politique. Il a la passion de la politique, surtout la passion de chercher à convaincre, à plaire. Il y a des gens comme ça. Ils ne peuvent pas vivre sans éprouver le mérite que d'autres pourraient leur attribuer. Il y a un épisode très intéressant avec la guerre lors de la libération du Kosovo, où les Russes vont chercher à brouiller les cartes en envoyant la troupe à l'aéroport. Et celui qui commandait les forces de l'OTAN à l'époque sur le terrain était un soldat, un militaire britannique. Il s'appelait Mike Jackson. Il était le commandant britannique des forces de l'OTAN sur le terrain. Et donc Wesley Clark, qui est le chef suprême, son supérieur, quand il entend que les Russes s'approchent de l'aéroport de Pristina, il leur donne à Clark de s'interposer, quitte à se battre. Et Clark et Mike Jackson, tout paniqué, cherche des soutiens, et il entre en communication avec son supérieur, avec son premier ministre. Et alors, voilà ce qui suit, bousculant les convenances en matière de chaîne de commandement, j'ai téléphoné à Mike Jackson moi-même. Par bonheur, c'était un citoyen doté d'un solide bon sens. Courageux sans être une tête brûlée. Courageux sans être... Ça, c'est toute la définition du pleutre, du lâche. Il est courageux, Mike Jackson. C'est un militaire anglais. Il est général. Et le bonhomme fuit devant trois chars et 2 pelotons de margoulins soviétiques. Il fuit devant eux, les craint et téléphone à papa-maman pour savoir ce qu'il doit faire. Et là, Tony Blair le définit comme un homme doué un citoyen. Citoyen alors qu'il est les sujets de Sa Majesté. Quoi. Comment peut-on parler de citoyen lorsqu'on est un habitant d'une monarchie? Donc tout est faux. Rien ne tient dans cette phrase. C'était un citoyen doté d'un solide bon sens, courageux sans être une tête brûlée. La définition la plus patente et la plus claire du lâche. Mais s'il se trouvait dans une position délicate, Wes Clark était un commandant en chef. Son commandant en chef. Un ordre était un ordre, m'a-t-il expliqué. Que devait-il faire, pauvre homme, pauvre chéri?
Les forces américaines n'étaient pas arrivées, seuls les Britanniques étaient sur place. Oh là là, fallait-il se battre? Fallait-il se battre? Quelle question vertigineuse pour un soldat. Faut-il se battre? Ne pas se battre? Pour Mike, ça ne faisait aucun doute. Combattre les Russes était une vraie folie. Alors, Tony Blair conclut, je lui ai dit d'agir comme si de rien n'était, d'ignorer l'ordre et de conserver son calme. Il m'a paru soulagé. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Général, soldat de Sa Majesté, quoi. Faut-il se battre ou ne pas se battre? Et c'est ainsi qu'on s'aperçoit de ce que sont devenus nos armées, ou les armées européennes, ou les soldats, ou les citoyens, ou les sujets de Sa Majesté. Des citoyens, des sujets doués de bon sens, courageux mais non pas de tête brûlée. Et les généraux britanniques, et face à 3 chars et 2 jeeps à moitié cabossés, ils se posent la question de savoir s'il faut se battre ou pas. Comprendra qui voudra. Mémoire, Tony Blair.